vous êtes prêts pour un petit quickie et surtout pour sortir de la ville de Nantes, du monde réel, et partir dans la ville de Nantes, du monde de fantasy. On va commencer avec un chevalier Simon. Simon, il est nantais, il organise d'ailleurs les Meetup Flutter à Nantes et il va vous présenter une petite technologie qui vient pour rivaliser tout ce qu'on connaît sur React Native et sur Flutter. Est-ce que vous connaissez déjà cette technologie Lynx.js? Du coup, sinon, vous allez tout apprendre dans les 20 minutes qui viennent. Bienvenue Simon! Bonjour à tous, il y a du monde, c'est cool. Je suis Simon Bernardin, je suis donc venu vous présenter Lynx.js, qui est un framework que je vais vous détailler, qui se pose en concurrence avec React Native et Flutter. Et je vais commencer par une petite dédicace à Pacôme d'Isère. Pacôme, un matin de mars-avril, nous envoie un message sur le Slack de l'entreprise et nous dit « il y a quelque chose qui vient de sortir, ça a l'air cool ». Il faut qu'on creuse, il faut qu'on fasse un peu de veille dessus. Pacôme, cette présentation, je ne te vois pas, mais cette présentation est pour toi. Il est là. Il n'y a pas d'IA dans cette image. Je pense que ça se voit. Et donc, qu'est-ce que Lynx.js? Merci d'avoir posé la question. Lynx.js, donc, c'est un framework cross-platform, a priori mobile sur les premières itérations, qui a été développé, qui est en cours de développement par ByteDance, qui est l'éditeur derrière TikTok. La première version est sortie le 5 mars 2025, donc c'est assez récent. Aujourd'hui, on peut viser Android, iOS, HarmonyOS, qui est l'OS basé sur Android, qui est utilisé dans les smartphones chinois. En utilisant une librairie, on peut faire du web. Et la promesse, c'est de pouvoir faire du macOS et du Windows d'ici... alors, ils avaient prévu octobre. La dernière fois que j'ai regardé, ce n'était pas le cas, mais ça devrait arriver rapidement. Et ça, c'est une petite note d'intention qui est sur leur site web. Derrière Lynx.js, la volonté, c'était d'avoir un framework qui pourrait être utilisé en interne pour développer des applications autour de TikTok. Et le but cherché, c'était d'avoir des performances qui étaient proches du natif. De se débarrasser en fait de tout ce qui pouvait être problématique pour l'utilisateur en termes vraiment de performance de rendu sur les autres frameworks cross-platform, Flutter et React Native en tête, et de permettre aux utilisateurs de développer rapidement des applications avec ce framework. Et donc, si je résume rapidement Lynx.js, on est sur quelque chose qui pilote des vues natives, comme React Native peut le faire. On va écrire du code en JavaScript ou en TypeScript et piloter des vues sur les plateformes qui seront celles de la plateforme directement. On a un moteur JavaScript qui a été développé pour l'occasion par ByteDance qui s'appelle Prime.js et qui est écrit en Rust. D'après les benchmarks de ByteDance, ce moteur serait 28% plus rapide que Quick.js, qui est le moteur le plus répandu pour faire du JavaScript. Et la volonté, c'est d'avoir un framework qui sera indépendant de la librairie JavaScript utilisée. Aujourd'hui, ils mettent beaucoup en avant React Lynx, dont je vais vous reparler, qui est un fork de React. Mais le but, ce sera de pouvoir même faire du JavaScript vanilla et d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Donc, on peut se poser la question, je vous ai dit que c'était la même technologie que React Native, que ça utilisait du React.js. À quoi bon avoir un nouveau framework qui fait la même chose a priori qu'ailleurs? Et la réponse tient dans le fait que la volonté, c'est d'avoir quelque chose de très optimisé. Et la première chose qui est mise en avant, c'est ce petit procédé qui s'appelle l'Instant Frame Rendering. Et ça correspond à quoi? Alors là, j'ai une petite animation que j'ai piquée sur leur site, qui est un petit peu rapide, mais je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe. Là, donc, on est sur une application React Native. On le voit peut-être mal. Non, il y a un splash screen. L'application en question calcule
la 10 millième itération de, j'ai oublié le nom, la suite de Fibonacci. C'est un calcul qui est assez lourd. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand l'application se lance, on va avoir le splash screen, puis un écran blanc, puis la première page avec le résultat du calcul qui s'affiche. Si vous prenez le temps de le regarder, on voit qu'il y a un petit hiatus en fait. Et la même chose sur Linux.js, sans faire de manipulation, ça donne ça. Le splash screen apparaît, et dès que la page est prête à être affichée, elle est affichée, et il n'y a aucune latence, aucun écran blanc. Sur React Native, on pourrait peut-être bricoler l'application pour que le splash screen soit manuellement enlevé par l'application, enfin le faire de manière programmatique. Sur Linux.js, c'est out of the box que ça fonctionne de cette manière. Première chose un peu cool pour l'utilisateur, du coup. Deuxième point super intéressant, on peut faire nativement, on a nativement du threading qui est proposé dans le framework. Et ça se traduit par du dual thread. On va avoir un premier thread qui va être là, si ça veut bien s'afficher, un thread principal qui est là pour le rendu, et un thread secondaire qui est là pour faire tous les calculs. Le gros avantage de React Links là-dessus, c'est que, alors j'ai dit React Links, et en fait c'est React Links qui aujourd'hui est branché pour que le développeur n'ait rien à faire pour que les threads soient sélectionnés de manière automatique. Toute la vue va être rendue sur le thread principal, et tous les calculs qui vont être faits depuis l'appel à des use, state, use, etc., ou tout ce qui est lié au cycle de composants, et également tout ce qui est lié à des interactions de l'utilisateur, donc des clics, des slides, etc. Tout ça, ça va être directement dans le thread background. Un petit schéma, parce que sinon ce serait pas cool. Ça se présente comme ça, donc le thread principal est juste là pour afficher la vue, et le thread background fait tout le reste. Dès que vous allez avoir une interaction, dès que vous allez avoir un calcul qui est fait, dès que vous allez avoir l'appel à un élément du DOM, à chaque fois, le calcul sera fait dans le thread background. Quand on a une phase d'hydratation qui va pouvoir être déclenchée, on va faire un calcul du DOM dans le background et faire une réconciliation sur le thread principal. Et ça permet d'avoir des perfs, encore une fois, out of the box, sans avoir besoin de faire la moindre manipulation de la part du développeur, qui sont vraiment bonnes. Depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu de React Links. On va rentrer un peu plus dans le détail. J'ai que 20 minutes, donc je ne vais pas non plus rentrer vraiment dans le détail. Mais React Links, pour faire simple, c'est un fork de Preact, qui est lui-même un fork de React. Preact, l'avantage qu'il a, c'est qu'il favorise l'utilisation de DOM virtuels. Après vous avoir présenté le système de threading, vous voyez, je pense, tout de suite l'intérêt. On a un DOM virtuel qu'on va pouvoir manipuler dans le thread background, un DOM virtuel qui va être présent aussi dans le thread principal. Quand on a fait la réconciliation entre les deux DOM, on arrive à une vue qui est finalisée, qui va pouvoir être présentée à l'utilisateur. L'intérêt d'être passé par ça. Et du React Link, ça ressemble à ça. Ça ressemble à du React. Il y a quelques différences au niveau des éléments qu'on va pouvoir utiliser, je vais y revenir. Et il y a une différence au niveau de l'import qui est fait. On importe du Linux.js React et pas du React.js directement. Sinon, vous avez accès à tous vos points d'entrée sur les éléments de cycle de vie de votre vue. Vous allez pouvoir faire des use effects, alors je ne suis pas un expert React, mais les memories, les choses comme ça, tout ça est déjà disponible. Si vous savez faire du React, vous pourrez faire rapidement du Linux.js. Je vous ai parlé de composants. Les composants à l'heure actuelle, donc, qui sont encore en cours de développement du framework, aujourd'hui on a ces composants-là qui sont disponibles et qui ont un pendant avec un composant natif pour pouvoir faire le lien. La view, c'est un conteneur, le texte, ça affiche du texte, etc. Des inputs, des text areas, les éléments essentiels en fait. Oui, et du coup, je voulais juste revenir rapidement sur le code. Une chose sur laquelle je ne me suis pas arrêté, que vous avez peut-être remarqué, on fait un import de CSS. Concrètement, ça veut dire que par rapport à React Native,
où, si je ne dis pas de bêtises, on crée une classe sur une API qui va être proche de ce que propose CSS. Ici, nativement, on va être capable de faire du CSS, et du CSS comme vous auriez l'habitude d'en faire, en fait. Tout aujourd'hui est disponible. Les composants sortent un peu au goutte d'eau, au compte-goutte, parce qu'il faut faire le lien entre les propriétés d'un composant natif et le CSS qui correspond. Mais concrètement, vous ferez du CSS sur vos composants, en sachant en plus que Prime.js est compatible avec toutes les surcouches de CSS possibles, less, Sass, etc. Donc vous pourrez faire du CSS comme vous avez l'habitude d'en faire finalement. Voilà, je vous ai présenté rapidement. Encore une fois, c'est un peu rapide, en 20 minutes, je ne me suis pas étalé trop sur tout ce que propose Links.js. Mais je voulais prendre le temps de revenir un petit peu sur mon ressenti, sur ce que j'ai pensé de ça. Comme je vous disais, on en a parlé en interne dans mon entreprise. On a fait une après-midi de test sur le framework. Après-midi en début d'année sur laquelle on s'est pas mal cassé les dents. Tout n'était pas encore très sec. Depuis, j'ai refait un projet en perso où j'ai voulu bricoler un petit peu, tester des choses et me faire un avis un petit peu plus poussé. Et donc voilà, mon retour d'expérience, c'est quoi ? Il y a des points négatifs que je n'ai pas encore évoqués. Le premier, c'est la publication. Quand vous créez un projet Links.js, vous aurez un projet JavaScript. À l'intérieur de ce projet, vous n'aurez pas les différentes plateformes de proposer. Donc c'est juste un fichier, un répertoire dans lequel vous aurez votre projet JavaScript, du node module, des choses comme ça, tous les systèmes d'import de dépendance, mais aucun lien vers les plateformes cibles. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez publier une application sur Android, par exemple, il faudra que vous créiez une application Android, que vous alliez sur la doc, qui au passage est plutôt bien faite, qui vous expliquera comment importer votre projet Links.js dans cette application Android, mais tout va devoir être fait à la main. Il n'y a aucun script, il n'y a pas de template. Pour l'instant, il faut tout faire soi-même. Un autre point pour moi qui est bloquant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de plateforme dans le projet et on n'a pas non plus la possibilité d'utiliser des plugins natifs. Mon but, c'était de me faire une petite application qui me permettrait de voir la vitesse à laquelle je vais à vélo, pour voir si je bats des records, assez simplement. Et en l'occurrence, je n'avais aucun plugin prêt. Il a fallu que je crée, donc, comme je vous disais, une application native, que j'importe le projet Links.js, et qu'après, je développe la partie GPS dans mon application native, que je la branche à mon projet. C'est très bien fait. La doc, encore une fois, est plutôt claire là-dessus et c'est simple, c'est vraiment simple à faire. Mais il faut le faire. En tant que développeur, il n'y a pas de facilitation de ces aspects-là. Il faut tout brancher soi-même. Et tout ça fait qu'on a un time to market qui est plutôt long aujourd'hui. Ce qui me fera conclure. Ouais, le compteur, il défile plus. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'on est bon. Le time to market est long. Il faudra prendre en considération le fait que sortir une application en prod, pour moi, ça n'est pas encore prêt pour ça. Il y a des points positifs, malgré tout. Le threading, pour moi, qui aujourd'hui nativement est déjà optimisé et prêt dès la création du projet, c'est un vrai plus. On peut faire du threading en Flutter, on doit pouvoir aussi, je suppose, en faire en React Native, mais ça n'est pas aussi simple que sur ce framework, clairement. Donc, point positif de mon point de vue, 6 minutes 40, très bien. Ensuite, la documentation, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, est vraiment précise. On peut la suivre et arriver à un résultat. Donc, pour une fois, lisez la doc. Elle est là pour vous aider. Et enfin, j'ai voulu mettre ça, React Links, dans les points positifs. Là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont réutilisé un framework existant, une librairie existante, React.js, ce qui, de mon côté, m'a permis en fait d'utiliser un agent pour développer mon application. Il y a énormément de ressources aujourd'hui qui sont disponibles sur React.js,
et bah, c'est disponible pour les LLM en fait. Donc utilisez un agent, créez votre projet, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Tout va fonctionner comme il fallait. L'agent a un peu cafouillé quand je lui ai dit qu'il faudrait faire du natif derrière. Il n'a pas compris de quoi je lui parlais. Pas grave, j'étais là. Un petit point sur la roadmap. Aujourd'hui, on a des composants basiques. Ils veulent rajouter le support des canevas pour pouvoir faire du loti, pour pouvoir afficher des graphiques, etc. J'ai mis plus de plateformes cibles et CLI. La plateforme cible, ça va se matérialiser sur le fait qu'on va pouvoir faire des applications Windows et macOS assez rapidement. Et la CLI, je suis sur Linux et il y a beaucoup d'outils, entre autres l'outil de débugage que je n'ai jamais réussi à compiler sur Linux. Ils savent qu'il y a un problème, ils sont en train de travailler dessus, ça va venir. Et enfin, plus de compatibilité JS natif, ça passe par deux choses. Le fait d'avoir des plugins natifs, donc ils sont en train de travailler sur le sujet, ils sont très à l'écoute de la communauté aussi, il y a des votes qui sont faits, etc. Enfin, c'est vraiment orienté vers la communauté. Le deuxième point, le JavaScript. Aujourd'hui, c'est React Links qui est mis en avant. Le but, ça va être, comme je vous disais, de pouvoir développer vos applications en utilisant du JavaScript Vanilla ou n'importe quel framework JavaScript. Voilà, donc ma conclusion, ça va être d'attendre. Vraiment, moi, je vais garder un œil sur ce framework qui est plein de belles promesses, qui marche bien sur les choses qui sont déjà faites, qui va dans le bon sens, qui fait attention à ce que la communauté remonte comme problème. À mon avis, on va en entendre parler beaucoup plus dans les mois qui viennent. Donc, à garder sous l'œil et à voir comment ça va évoluer. Voilà, je vous remercie.